gestion de l'UCAD. Je suis donc membre de ce réseau. La FASEG est donc impliquée dans a été la collecte des données sur le riz irrigué, mais aussi et surtout l'analyse des résultats, en tout cas des bases de données que nous avons sur le riz irrigué, mais aussi sur les céréales. Okay. Donc, dans le cadre de cette présentation, donc, nous aurons à suivre le plan suivant. Je vais faire un bref rappel du contexte. Suivrons ensuite une question de recherche qui avait été identifiée à l'issue de la revue de la littérature. Un résumé méthodique des techniques d'échantillonnage et ainsi de suite. Les résultats préliminaires seront présentés et enfin, et perspectives. Donc, en termes de contexte, on ne peut pas parler de riz aujourd'hui sans évoquer du moins son rôle important des besoins alimentaires du Sénégal. Donc, en données chiffrées, on sait que le riz est l'alimentation de base des Sénégalais avec une consommation individuelle qui tourne autour de 91 kg par hectare. Donc, ça, c'était des données de 2012. Avec les études qui ont été faites sur la consommation, je pense qu'on va acter ces données-là. En termes d'importance aussi dans la consommation céréale, le riz occupe 54% des céréales consommées en milieu urbain et 24% en milieu rural. En termes de dépenses aussi, le riz représente 8% des dépenses des ménages à Dakar et 10% pour les ménages pauvres urbains. Ça aussi, c'est des résultats des études de la revue de la littérature qui ont été faites par Gergely et Al. Donc, malgré un potentiel de 350 000 hectares et un climat favorable, on a quand même continué à observer, à noter du moins une dépendance de la consommation de riz, du riz en tout cas, sur les importations. Donc, la majeure partie du riz qui était consommé au Sénégal jusqu'à récemment provenait des importations. Donc, avec le potentiel que nous avons, le climat qui est favorable, les terres qui sont là, le gouvernement du Sénégal a pris beaucoup d'initiatives pour aller vers l'autosuffisance en riz. Donc, cette initiative a commencé, je pense, avec la crise alimentaire de 2007, première initiative, la GOANA, ensuite le programme national d'autosuffisance en riz en 2009 et récemment le PRACAS qui visait l'autosuffisance en 2017. Donc, l'objectif du PRACAS, c'était d'aller vers une production de 1 80 000 tonnes de riz blanc, soit 1 600 000 tonnes de riz paddy en 2017. Donc, même si la production a augmenté, ça c'est quand même observable, on a quand même noté que les importations n'ont pas proportionnellement reculé. Okay? D'où la question que nous nous posons. Quelles sont les stratégies qu'il faudrait mettre en œuvre pour aller vers cette autosuffisance en riz? Donc, à l'issue de la revue de la littérature, on avait eu à poser du moins des questions qui sont en rapport avec la cartographie de la chaîne de valeur risicole. Donc, avec le développement de la chaîne de valeur, il y a eu de nouveaux acteurs, des acteurs émergents qu'il fallait identifier, mais aussi insérer dans le contexte global de la chaîne de valeur. Donc, il fallait identifier les liens horizontaux, d'abord identifier les acteurs, les liens horizontaux, voir comment est-ce que les marges se distribuent entre les différents acteurs qui interviennent le long de la chaîne de valeur, mais aussi analyser les pouvoirs de négociation entre acteurs. Donc, il paraît aussi aller vers la compétitivité, l'analyse de la compétitivité du riz local sur le marché national, mais aussi essayer de voir comment est-ce que la concurrence se fait, en tout cas sur l'utilisation de la terre au niveau de la vallée du fleuve surtout, entre la production de riz, la production de tomates et la production d'oignons. On avait aussi pour ambition de voir quelle était la contribution de la chaîne de valeur risicole dans la création d'emplois. Donc, ce qui est important ici, ce qu'il faut souligner, je pense, c'est que ce que le papa nous permet de faire en tant que chercheur. Parce que pendant longtemps, on a utilisé, en tout cas, on a plus utilisé des approches système. Donc, on venait sur un maillon et on faisait des analyses approfondies. Avec le papa, on a l'occasion de faire des enquêtes approfondies sur toute la chaîne. Donc, autant il y a des enquêtes, ce que je vais présenter ici, ce sont les enquêtes sur la production. Il y a en même temps des enquêtes qui ont été faites sur le maillon de la transformation, les semences,
la commercialisation, ainsi de suite. Et c'est des enquêtes qui sont quantitatives. Okay? Donc c'est ce que le papa apporte, en tout cas en termes d'approche. C'est donc des approches chaînes de valeur, mais aussi des chaînes de valeur, enquêtes quantitatives sur tous les maillons. Alors, en termes d'approche méthodologique pour l'échantillonnage, donc quand on parle de riz irrigué au Sénégal, c'est principalement la vallée du fleuve Sénégal au nord et le bassin de l'Anambé dans le Kolda. Donc, on a eu à utiliser comme base de sondage dans le sud la base de sondage de la Sodagri, donc à travers la FEPROBA, Fédération des producteurs du bassin de l'Anambé. Donc, on a eu leur base de sondage qui nous a permis de faire un échantillonnage à 2 degrés dans le sud. Au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, on a utilisé la base de sondage de la SAED. Donc ici, les détails que je vais donner concernent plus la vallée du fleuve Sénégal. Donc les enquêtes ont été mises en œuvre par les DRDR, le DRDR de Saint-Louis et le DRDR de Kolda, avec l'appui technique du BAM à travers M. Si Rassoul. Okay, donc on est parti du nombre de producteurs au niveau des différents, des différents départements, Dagana, Podor, Matam et Bakel. Donc on a identifié le nombre de producteurs sur la base de la base de sondage de la SAED. Donc on a pris les poids, la taille de l'échantillon parce qu'on devait arriver à 750 ménages enquêtés, dont 500 dans la vallée du fleuve Sénégal et 250 dans le bassin de l'Anambé. Donc, une fois qu'on a identifié la taille de l'échantillon par département ou bien par zone, on a, parce que la base de sondage qu'on avait porte plutôt sur le nom des GIE. Donc, on a essayé de voir combien de GIE il nous fallait pour effectivement aller vers le nombre on a identifié du moins les GIE avant d'identifier les ménages à enquêter. Donc, c'est un échantillonnage à 2 degrés. Rassoul pourra revenir sur ça s'il y a des questions. Donc, en dehors des questions, des enquêtes qui ont été menées avec les ménages, il y a aussi un recensement qui a été fait avec les aménagements privés. Donc, tous les aménagements privés de la vallée du fleuve Sénégal ont aussi fait l'objet d'enquêtes. Donc, les résultats que nous avons sur les semences d'abord montrent que la majorité des ménages des zones de riziculture irriguée n'ont pas accès aux semences certifiées. Donc, dans le bassin de l'Anambé, 65,2% des ménages qui ont été enquêtés disent avoir accès aux semences certifiées, tandis que dans la vallée du fleuve Sénégal, c'est le 29,8% disent accéder, ce qui fait un total de 44,5%. Donc, les semences qui sont utilisées proviennent généralement de l'achat. Okay? Donc, ici, on a le graphique qui nous montre que les semences de riz utilisées par les producteurs proviennent de l'achat dans la vallée du fleuve Sénégal, aussi c'est un peu sombre, mais en général, les semences proviennent principalement de l'achat. Et ceux qui ont acheté, quand on leur a demandé où ils ont acheté, en général, c'est le marché local pour 31%, les multiplicateurs de semences pour 32%, les autres fournisseurs d'intrants pour 29%, et à partir des producteurs pour 4% des ménages qui ont été enquêtés. Donc, sur l'accès aux semences subventionnées aussi, dans la vallée du fleuve Sénégal, seuls 12,2% des ménages disent accéder facilement aux semences subventionnées. Tandis que dans le bassin de l'Anambé, 65% ont accès aux semences subventionnées. Je pense que les semences subventionnées sont plus disponibles dans le sud que dans le nord. Donc, en termes de contraintes, quelles sont les contraintes pour l'accès à ces semences subventionnées-là? Principalement, ceux qu'on a eu à enquêter disent que la quantité n'est pas suffisante. Donc, pour 38%, certes, il y a des semences subventionnées, mais la quantité n'est pas suffisante pour que tout le monde en ait. Deuxième raison pour laquelle ils ont des difficultés à accéder à ces semences, les prix qu'ils jugent élevés. Donc, 21% des ménages enquêtés trouvent que les prix des semences subventionnées trouvent que les prix sont élevés. Donc, ensuite, il y a 9% qui nous disent qui posent un problème de lieu. Le lieu est assez éloigné pour 9% d'entre eux. Et ensuite, 28% qui disent avoir des problèmes d'accès au crédit. Donc, pour acheter ces semences-là, il fallait avoir un crédit et l'accès au crédit leur pose problème. Donc, 4% d'entre eux disent qu'ils ne savent pas où trouver ces semences certifiées. Okay?
Sur les prix aussi, on a essayé de voir un peu, d'analyser du moins la perception qu'ils avaient de ces prix-là. Donc, il y en a qui ont jugé que le prix était abordable, c'est la majorité d'entre eux, disent que les prix sont abordables. Il y a d'autres qui disent que le prix est un peu cher. Okay. Et enfin, une infime partie qui trouve que le prix est assez élevé, surtout dans la vallée du fleuve Sénégal. Okay. Parce que tout simplement dans la vallée du fleuve Sénégal, en général, il y a une rareté en tout cas des semences subventionnées. Donc la qualité des semences de riz subventionnées est de meilleure qualité par rapport aux semences vendues sur le marché. Okay. En tout cas, du point de vue de la perception des agriculteurs, effectivement, les semences de riz qui sont subventionnées sont de meilleure qualité par rapport aux semences qui sont vendues sur le marché. Donc, sur les équipements agricoles, le premier résultat que nous avons, c'est quand même le caractère encore rudimentaire de notre agriculture. Donc, le niveau de mécanisation est encore assez faible. Donc, quand on prend par exemple un matériel comme les tracteurs, donc il y a 54 tracteurs qui sont disponibles pour 1000 ménages au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Dans le bassin de l'Anambé, 205 tracteurs sont disponibles pour 1000 ménages, ce qui fait un total de 117 tracteurs disponibles pour 1000 ménages en zone de riziculture irriguée. Okay. Donc pour les moissonneuses batteuses, il y a une moissonneuse batteuse pour 1000 producteurs de la vallée du fleuve Sénégal et 8 moissonneuses batteuses pour 1000 producteurs du bassin de l'Anambé. Okay. Pour les semoirs aussi, il y a 27 semoirs de la vallée du fleuve Sénégal et 451 semoirs pour 1000 producteurs du bassin de l'Anambé. Donc il y a relativement plus de semoirs dans le bassin de l'Anambé que dans la vallée du fleuve Sénégal. En termes de houe occidentale aussi, il y a 46 houes pour 1000 producteurs dans la vallée du fleuve Sénégal et 125 houes pour 1000 producteurs dans le bassin de l'Anambé. Donc on voit ici nettement que les matériaux, les agriculteurs du moins n'ont pas accès, en tout cas, aux équipements motorisés. Okay? Donc quand on prend les charrettes asines, il y en a suffisamment, mais quand il s'agit des tracteurs, en tout cas, et des équipements qui sont motorisés, on voit que la majorité, qu'il y a peu de matériaux disponibles pour 1000 producteurs. Donc quand on s'est intéressé aussi au mode d'accès à ces équipements agricoles, on s'est rendu compte que les matériaux sont généralement achetés ou loués, en général. Donc là, ce sont les pourcentages. Donc, dans le bassin de l'Anambé, on s'est rendu compte que la majorité des producteurs louaient les matériaux agricoles. Donc, ils ont un système, n'est-ce pas, qui permet une location des tracteurs, et ainsi de suite, ce qui n'est pas plutôt le cas dans la vallée du fleuve Sénégal. Donc, on note aussi qu'il y a un faible taux d'accès aux matériaux subventionnés. 6,6% des riziculteurs ont accès à ces matériaux subventionnés. Donc 10,2% dans le bassin de l'Anambé et 4,1% dans la vallée du fleuve Sénégal. Donc ce taux faible d'accès aux matériaux subventionnés s'expliquerait par l'insuffisance de la quantité disponible. Okay? Donc en général, les équipements qui sont subventionnés par l'État du Sénégal n'est pas suffisant pour tous les producteurs. Okay? Ça aussi, c'est un résultat que nous avons. Okay. Donc, en ce qui concerne l'assurance agricole aussi, on a essayé de voir si les agriculteurs avaient connaissance des éléments de l'assurance agricole. Donc ici, on se rend compte que 81,4% disent effectivement connaître l'assurance agricole, mais parmi ces 81,4%, seuls 21% souscrivent effectivement. Donc ils connaissent l'assurance agricole, mais ils ne souscrivent pas souvent à l'assurance agricole. Okay? Donc ici, on voit que la CNAS est la principale structure qui offre des services d'assurance agricole. Donc 85% de ceux qui ont souscrit disent l'avoir fait à travers la CNAS. Donc en termes de besoins aussi, ils nous ont fait savoir qu'ils auraient aimé être couverts pour d'autres types de risques. Parmi ces autres types de risques, on a ici surtout les autres ravageurs, notamment dans la vallée du fleuve Sénégal, les invasions acridiennes. Donc il n'y a pas d'offre d'assurance agricole pour ces risques. Et pourtant, il y a une demande qui est là. Donc 25% des producteurs auraient aimé être couverts sur l'invasion acridienne. Ici, on a 18%
des producteurs qui auraient aimé être couverts pour les risques, pour couvrir les risques liés aux autres ravageurs. Donc au total, 21,9% des ménages ont effectivement subi un sinistre. Et parmi ces 21,9%, 65% d'entre eux affirment qu'ils n'ont pas été indemnisés. D'accord? Donc il y a 21,9% qui ont effectivement souscrit aux assurances, à une couverture d'assurance, mais 65% d'entre eux disent ne pas être indemnisés. Donc en termes de conclusion, donc, on va revenir sur les conclusions, sur les résultats phares. Donc, c'est qu'il y a un faible taux d'accès aux semences certifiées. De même pour les semences subventionnées. Donc, il y a toujours un problème d'accès, en tout cas, aux semences certifiées, de même que pour les semences subventionnées. Le niveau de mécanisation est encore très faible. Okay? Faible taux d'accès des équipements subventionnés aussi. La Compagnie nationale d'assurance agricole est la principale institution d'offre de services d'assurance, mais le taux d'indemnisation est encore faible, puisque 65% d'entre eux disent qu'ils n'ont pas été indemnisés après avoir subi un sinistre. En tout cas, ce qu'ils considéraient comme étant un sinistre. En dehors des assurances récoltes et indicielles qui sont souscrites par les producteurs, il y a des besoins qui ont été exprimés pour une prise en charge des risques liés à l'invasion acridienne, aux feux de brousse et aux autres ravageurs. Donc, il y a aussi des fact sheets qui ont été produits et que nous n'avons pas présentés. Mais s'il y a des questions par rapport à ça, on pourra revenir sur ça. D'abord, sur la cartographie, sur la caractérisation des ménages des zones de riziculture irriguée, on a produit un fact sheet qui a montré qu'il y avait une population jeune, non instruite et sous-employée, okay, dans les zones de riziculture irriguée. Il y a aussi un fact sheet sur l'accès aux engrais subventionnés pour la culture du riz. Et là, il y a le mode de distribution des engrais subventionnés qui pose surtout problème. Okay? Donc c'est pourquoi nous l'avons appelé, nous avons dit qu'il faudrait essayer de revoir le mode de distribution, en tout cas en ce qui concerne les engrais. Donc les autres étapes, il y a d'abord, parce que là c'est juste des constats que nous allons essayer de partager aujourd'hui, que nous avons essayé de partager avec vous. Donc il y a des analyses poussées qu'il faut faire derrière pour affiner, en tout cas pour mieux comprendre les logiques derrière ces constats-là. Cette compréhension devrait se faire à travers des analyses approfondies des bases de données qui sont déjà disponibles pour produire des documents d'orientation, des articles